Hello, je suis Elodie, photographe spécialiste et surtout passionnée de la maternité, mais aussi maman de 4 enfants. Bienvenue dans Le Thé Papote, le podcast où l'on parle de la maternité dans toute sa richesse et sa complexité, de la grossesse au premier mois avec bébé. Installe-toi confortablement, prépare-toi une boisson chaude et prends cette pause rien que pour toi. Prête ? Alors c'est parti ! Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais pas envie de te parler de grossesse, d'accouchement ou d'allaitement. J'avais envie de te parler de ce qui se passe quand t'as les 2 pieds dedans, quand t'as ton bébé dans les bras, que tu dors pas, que tu pleures parfois, et que tu te demandes « mais comment je vais tenir ?» On va parler de charge mentale, la fameuse, mais aussi des émotions et d'organisation. C'est un épisode assez intime parce que je vais te livrer un petit peu de mon quotidien, de mon organisation, de mon vécu passé et certains passages de ma vie qui n'ont pas été toujours faciles à gérer. Je vais t'expliquer comment j'ai pu traverser tout ça, donc j'espère vraiment que cet épisode te plaira et n'hésite pas à me faire tes retours à la fin. Maintenant, je t'invite à te poser, à respirer un grand coup et c'est parti. J'ai remarqué qu'on est quand même beaucoup de mamans à avoir la tête pleine, le cœur épuisé, et pourtant on continue parce qu'on n'a pas le choix. Alors la charge mentale, c'est quoi ? Pour moi, c'est ce moment, tu sais, le soir, t'es devant la télé ou couché, t'essayes de dormir, et t'as 1000 choses qui te viennent en tête. Penser à faire la liste de courses, penser à faire le mot à la maîtresse, penser à prendre rendez-vous chez le dentiste pour X, penser à prendre rendez-vous chez l'ophtalmo pour Y. Et mince, j'ai oublié de répondre à ce mail-là, oh là là, faut que je lance une machine. Est-ce que je me lève ? Est-ce que j'y vais maintenant ? Et je suis épuisée. La charge mentale, c'est ça. Quand ton cerveau ne s'arrête jamais. T'es en train de faire à manger et pourtant à ce moment-là, t'as 1000 choses en tête. T'as l'impression que ça se met jamais en pause, que ça déconnecte pas. Eh bien, c'est ça, cette charge mentale. C'est ce qu'on a sur les épaules et qui pèse très très lourd. Cette charge qui est si difficile à gérer pour notre système nerveux. Je trouve qu'on est dans une société encore aujourd'hui où, même s'il y a du mieux, qu'on progresse et que les langues se délient un peu, il y a encore du boulot. Et on nous renvoie l'image de la mère parfaite, organisée, douce, disponible. Je sais pas toi, mais moi, ça m'a souvent mis une pression de dingue. Tu sais, cette femme qui est là en train de faire à manger, tout en passant un moment de qualité avec ses enfants, elle joue, elle rigole, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors je sais pas chez toi, mais chez moi, ça se passe pas du tout comme ça. Chez moi, le soir, quand je suis en train de faire à manger, j'ai souvent un de mes enfants qui me raconte sa journée. Alors tu sais, t'es dans la cuisine, t'as la hotte dans les oreilles et j'en peux plus de cette hotte. Et à côté de ça, j'ai les 2 autres, mes 2 aînés, qui se chamaillent et qui viennent se plaindre de l'un et de l'autre. D'ailleurs, ma phrase favorite à mes enfants, c'est « Stop, j'ai qu'un cerveau, un à la fois ». Et en même temps, je suis là en train de surveiller mon petit dernier de 2 ans, qui est en pleine phase du terrible tout et qui enchaîne bêtise sur bêtise, enfin... exploration sur exploration. Voilà une scène typique de mon quotidien. Parce que, si tu le sais pas, je suis maman de 4 enfants qui ont entre 2 et 14 ans. Et j'ai aussi une belle-fille qui a bientôt 12 ans. Donc finalement, à la maison, il y a toujours 4, voire 5 enfants. Forcément, ça fait du bruit. Et dans ces moments-là, quand tout le monde me parle en même temps, quand les grands chamaillent, quand tout le monde vient se plaindre, que le petit fait des bêtises et qu'en même temps j'essaye de pas cramer le repas, j'ai vraiment l'impression d'avoir le cerveau qui va exploser. Le tunnel du soir, celui-là, c'est quand même un sacré et je trouve que ça demande une organisation assez militaire, surtout chez moi en l'occurrence, avec ma grande fratrie. Et surtout avec l'organisation que ça demande au quotidien. Alors l'idée à travers cet épisode de podcast, c'est pas de te dire quoi faire, comment t'organiser, c'est de te donner des pistes, de te partager mon vécu, ma vision, et quelques clés. Tu vois ce qui te parle, ce qui vibre pour toi, et tu laisses le reste. Alors la charge mentale, c'est un sujet qui me tenait à cœur d'aborder et que vous m'avez aussi beaucoup demandé, donc je pense que vous êtes nombreuses ici à être concernées par ça. Il y a pas si longtemps que ça, les femmes restaient au foyer. Elles géraient tout et l'homme partait travailler, ça s'arrêtait là. Sauf qu'aujourd'hui, les conditions ont évolué. Les femmes travaillent, et pour autant, cette fameuse charge mentale au sein du foyer, elle reste quand même beaucoup sur les épaules des femmes. Alors c'est pas non plus une généralité bien sûr, il y a de plus en plus d'hommes qui sont intégrés dans la vie du foyer et il y a un partage des tâches équitable, mais c'est pas toujours le cas. Et
même s'il y a un partage de tâches, je trouve que la charge mentale, en elle-même, elle reste quand même beaucoup sur la femme. Je vois peu de coparents, de partenaires qui vont penser à prendre rendez-vous chez le médecin, qui vont penser à prendre rendez-vous chez le dentiste, qui vont penser à remplir le papier pour la kermesse du petit dernier, qui vont penser à préparer le sac pour la crèche, qui vont penser à lancer une lessive ou qu'il faut vider le lave-vaisselle, voilà. Je vois beaucoup de partenaires qui font les choses dans la maison, mais parce que la femme lui demande. Genre, tiens chérie, tu peux me filer un coup de main à passer l'aspirateur, tu peux me filer un coup de main à faire ça. Et déjà, je sais pas si t'as remarqué, mais tu vois, j'ai dit naturellement, tu peux me filer un coup de main. Et moi-même, c'est quelque chose que je continue de faire, alors qu'après, je me dis, ben non, en fait, tu peux pas me filer un coup de main, est-ce que juste tu peux faire ta part, tout simplement? Le fait de devoir penser à tout pour tout le monde, ça a quand même des conséquences invisibles, notamment la fatigue émotionnelle. Il peut y avoir aussi des conflits dans ton couple, parce que au bout d'un moment, ça déborde. Et puis souvent, il y a aussi le manque de temps pour toi, un sentiment de déconnexion. Et vraiment, c'est pas toujours évident à vivre. On rentre dans un cercle vicieux, on a des obligations, c'est clair, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais pour moi, la clé, c'est vraiment de chercher la façon la plus douce et la plus respectueuse possible de s'organiser. Pour toi, pour ton partenaire ou ta partenaire, pour vos enfants, et de trouver l'organisation qui va vraiment respecter vos valeurs familiales et vos besoins personnels. Alors tu vas me dire, c'est bien beau sur le papier, mais en pratique, on fait comment ? Déjà, peut-être commencer par rendre les responsabilités à chacun. Vous pouvez lister absolument toutes les tâches que vous faites au quotidien dans la maison, et celles qui sont pas forcément quotidiennes aussi d'ailleurs, et faire un partage équitable entre toi et ton partenaire. Alors, je dis équitable et pas égal, parce que je connais pas la situation de ton foyer, et peut-être que tu es en congé parental et que monsieur, lui, il a un travail très prenant. Évidemment, il peut pas rentrer à 20h le soir et faire la moitié des devoirs, la moitié du repas, la moitié du linge, on est d'accord. Le but, ce n'est pas non plus que les enfants mangent à 21h30 et soient couchés à 23h parce que ton mari est rentré tard et qu'il fallait partager la charge du repas. Mais le but, c'est vraiment de trouver une organisation de façon à ce que votre fatigue et votre charge soient équitables à chacun. Ça me semble important que chacun reprenne sa part de responsabilité. On n'est plus dans cette époque où c'est à la femme de gérer le foyer. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit se partager. Ce foyer, vous l'avez construit à deux. Vos enfants, vous les avez fait à deux. Et donc, la gestion du foyer et de vos enfants doit se faire à deux. Donc, remettre la responsabilité de chacun au cœur de votre quotidien et avoir un partage équitable des tâches qu'il y a à faire pour faire fonctionner votre foyer. C'est pas ton foyer, c'est votre foyer. Et tu peux pas tout porter sur tes épaules toute seule. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à accepter. Je pense aussi que ça dépend de notre modèle éducatif, de l'exemple qu'on a reçu, mais j'ai mis du temps à comprendre que le foyer ne reposait pas que sur mes épaules. Que j'étais pas obligée d'être constamment la maman parfaite, qui est super organisée, qui fait tous les jours de bons petits plats à ses enfants avec des goûters maison, une maison parfaitement propre, un panier à linge toujours vide. C'est encore difficile pour moi parce que je suis assez perfectionniste là-dessus, et avoir une maison propre et rangée, qui sent bon, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour mon bien-être. Alors j'essaie vraiment de trouver un compromis, de trouver un juste milieu, accepter que tout n'est pas parfait, que si les enfants se servent du lavabo, il y aura peut-être de l'eau partout, accepter que parfois il y a un jouet qui traîne dans la maison. Quand on finit par se lâcher, quand on finit par se foutre la paix avec ce perfectionnisme, on souffle aussi un grand coup. Donc à toi de trouver le juste milieu entre ce qui est indispensable pour ton bien-être et ce qui, au contraire, te pourrit la vie. Et au-delà de ça, il y a des petites organisations toutes simples qui peuvent être mises en place. Par exemple, tu peux faire du batch cooking pour cuisiner le dimanche en famille et éviter d'avoir les repas à préparer la semaine. Ou tu peux faire tes menus en avance. Moi, je fonctionne comme ça. J'établis les menus pour le reste de la semaine. Je fais ça le dimanche. Comme ça, le soir, j'ai pas besoin de chercher pendant une demi-heure ce qu'on va manger parce que, franchement, c'était une charge de fou. Du coup, j'ai juste à regarder le repas prévu pour le soir et hop, j'ai pas ça à penser. En fait, je pense qu'il est important d'accepter de ne pas être la maman héroïque, parfaite, qui gère tout toute seule. Il faut accepter qu'on est humaine et que c'est ok de ne pas pouvoir et de ne pas vouloir non plus gérer la totalité du foyer sur ses épaules. J'ai longtemps été dans cette position de superwoman, de j'ai besoin de personne, de je suis forte. Alors bien sûr, je peux tout gérer toute seule. Sauf que psychologiquement,
ça va vite être l'enfer et je vais pas faire long feu. Je sais que je vais être très très vite fatiguée, et qui dit être fatigué, dit être aussi sur les nerfs, parce que quand tu es dans cette surcharge mentale, ton système nerveux il est en PLS. Ce qui fait aussi que tu as moins de patience, tu es peut-être aussi moins bienveillante, et je suis persuadée que si tu es ici, c'est que ce n'est pas ce que tu as envie d'apporter à tes enfants. Au-delà de cette fameuse charge mentale, il est aussi primordial, et je dirais même, il est non négociable, de prendre soin de toi. Mais de toi seule, parce que tu n'es pas qu'une maman. Avant tout, tu es une femme, une personne à part entière, avec tes besoins, tes envies, ta vie. Et en postpartum, on a tendance à oublier ça. On est à fond, on est complètement absorbé parce qu'un bébé, ça demande une énergie folle, une attention constante, ça peut être épuisant. Et quand il y a un ou des aînés, ça devient carrément une équation de dingue. On essaye d'être présente pour le grand ou les grands, tout en rassurant et en s'occupant du nouveau-né. Il faut gérer le couple, la maison, le quotidien, parfois la reprise du travail, surtout quand elle arrive très tôt, genre à 2 mois et demi. Tu ajoutes à ça les tensions dans le couple qui peuvent survenir parce que tout le monde est fatigué, tout le monde est à bout de nerfs. Et alors là, t'as un cocktail explosif. La fatigue, vraiment, je trouve que c'est notre pire ennemi. Et crois-moi, pour avoir un fils qui ne dort toujours pas à presque 2 ans et demi, et pour avoir aussi vécu ça avec mes aînés, je sais de quoi je parle. Alors du coup, dans le couple, on commence à faire un concours de fatigue, de mon travail est plus physique que le tien, oui mais moi j'ai eu plus de temps de voiture que toi, oui mais moi je me suis occupée de bébé cette nuit et pas toi, oui mais qui a fait à manger ce soir ? Et j'en passe. Les tensions montent, et vraiment tout ça, ça peut s'éviter, à condition que tu aies du temps pour toi, pour te ressourcer, du temps en couple aussi pour vous retrouver, et que tu acceptes aussi que tout ne soit pas parfait. Et bien sûr, à condition que la charge mentale soit partagée de façon équitable au sein de votre couple. Tu peux voir ça un peu comme un vase. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'agace, que tu es fatigué, qu'il y a un conflit entre tes enfants, que tu dois gérer quelque chose et que tu n'as pas eu d'aide de ton conjoint ou quelque chose comme ça, imagine que tu remplis un petit peu plus ton vase d'eau. Tu remplis. Mais si tu ne prends pas le temps de le vider, parce que tu n'as pas de temps pour toi, pour souffler, eh bien ça se remplit, jusqu'au moment où ça déborde. Jusqu'au moment où ça aura été la goutte d'eau de trop. Et là, tu vas exploser. Mais peut-être pour une connerie, juste c'était de trop. Alors autour de toi, tes enfants ou ton conjoint, personne ne va comprendre pourquoi tu pètes un câble. Parce que ça paraît tellement anodin. Mais toi, tu as tellement encaissé que ça déborde. Par exemple, ton enfant a laissé traîner son Playmobil, t'as marché dessus. Ça fait 500 fois que tu demandes aux enfants de ranger leurs affaires qui traînent. Ton réservoir est plein et tu exploses. Tu vas te mettre à hurler pour un foutu Playmobil qui traînait par terre, alors qu'en soi, il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est juste que c'était la goutte d'eau de trop pour toi. Ton enfant, il va rien comprendre. Pour lui, tu t'énerves pour un Playmobil, il comprend pas. Sauf qu'on est des êtres humains. Donc, pense à vider ton réservoir régulièrement de façon à ce que ça ne déborde pas. Si tu te sens à bout, tout va partir en vrille beaucoup plus facilement. Et, petit aparté, mais quand je dis prendre du temps pour toi, je précise quand même que prendre une douche tranquille, c'est pas du temps pour toi. C'est un besoin de base. Le temps pour toi, c'est ce qui te recharge vraiment, ce qui te fait du bien à toi, ce qui te permet de souffler, de vider ce vase et de te recharger de plein de bonnes énergies. Alors ça peut être regarder une série tranquille, lire un bon bouquin, écouter cet épisode de podcast. Ça peut être aller voir une amie, aller marcher, aller faire du sport. Moi par exemple, quand j'ai vraiment besoin que ça redescende, quand j'ai besoin de retrouver ma paix intérieure, j'ai besoin de m'isoler toute seule, dans le calme. Avec personne qui vient gratter à la porte, vraiment toute seule. Alors des fois, je peux mettre, le bruit des vagues dans mes oreilles, je ferme les yeux et je me concentre sur ma respiration. Ou je peux faire du sport, je fais un peu de pilates, je vais marcher, je vais courir. Bon, courir un peu moins, j'avoue. Ou aussi, quand je ne peux pas avoir de temps toute seule et que je sens que tout le monde est un petit peu sur les nerfs,
ce qui marche bien chez nous, c'est d'aller faire une balade tous ensemble. On va en forêt, on va juste marcher, même dans notre village, hein. Mais juste une balade, ça permet de faire redescendre tout le monde et ça marche plutôt pas mal. De même, toujours dans ce souci de partage équitable et égal, c'est important de définir du coup ces moments off, mais pour chacun d'entre vous, en plus des moments ensemble. Par exemple, si toi tu prends 2 heures dans la semaine pour aller au sport, boire un verre, voir des copines ou marcher, souffler, peu importe, eh bien, ton ou ta partenaire doit aussi avoir ce temps-là. Si t'as 2 heures pour toi, il a 2 heures pour lui. Et pendant ces 2 heures, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de passer ces 2 heures sur la console, ou d'aller boire une bière avec un copain ou que sais-je, il fait ce qu'il veut. Tant que ça lui fait du bien, c'est du temps pour lui, ça lui appartient. Mais ce partage de temps doit être égal. Et bien sûr, c'est aussi super important d'avoir des moments en couple. Alors ça peut être juste une fois que les enfants sont couchés, peut-être prendre un moment pour vous faire un petit repas tous les deux en tête-à-tête, sans téléphone, sans télé, juste pour parler, juste pour vous retrouver, vous reconnecter l'un à l'autre. Prenez ce rendez-vous vraiment, fixez-vous un créneau horaire en fait. Je sais que c'est pas toujours évident de faire garder les enfants, mais si vous en avez la possibilité, eh bien tant mieux, profitez-en. Sortez, prenez un moment à 2. Vous n'avez pas besoin de prendre un week-end complet, mais au moins quelques heures par-ci par-là, juste pour souffler et pour vous retrouver en tant que couple. Je pense qu'en réalité, tout ça, c'est un équilibre à trouver entre la gestion du quotidien et le partage équitable de vos tâches, le temps perso pour se retrouver soi, et ce temps de couple. Même si c'est pas évident de trouver cet équilibre, c'est pour moi le secret du calme et de la sérénité. Je trouve qu'on est dans une société aujourd'hui où on prend pas assez de temps pour nous. Comme si prendre du temps pour nous faisait de nous une mauvaise mère. Parce que pendant ce temps-là, on s'occupe pas de nos enfants. Bah non, en fait. Pour être une bonne maman, pour rester calme, bienveillante, tu as besoin que ton fameux réservoir soit vide. Et s'il déborde, tu n'auras pas la capacité de t'occuper de ton enfant comme tu le voudrais, avec autant d'amour, de bienveillance, de patience et de douceur que tu le souhaites. C'est pas parce que tu prends du temps pour toi que tu seras une mauvaise mère, bien au contraire. Tu seras une maman qui privilégie ton bien-être et donc celui de ton enfant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire pendant très longtemps, vraiment. Ce qui m'a permis de comprendre qu'il est essentiel de prendre soin de moi, c'est mon divorce. Je me suis retrouvée seule, avec 2 aînés en bas âge. Un nouveau-né qui pleurait énormément parce qu'elle avait un très gros reflux, une allergie aux protéines de lait de vache et au gluten, avec très peu d'heures de sommeil au compteur parce qu'elle me réveillait toutes les 30 minutes à 1 heure gros max toutes les nuits. Mes propres émotions à gérer. C'était une période pas facile. Divorcer, c'est jamais évident et en l'occurrence, ça s'est pas non plus fait dans la joie et la bonne humeur. Il fallait aussi gérer les émotions des aînés parce que c'était pas non plus évident pour eux à vivre tout ça. Et puis, j'avais aucun relais au quotidien, personne avec qui partager les tâches ménagères, personne pour m'aider à prendre le relais, personne qui me disait « Ah ben attends chérie, pendant que tu douches la petite, je vais faire à manger. » Et puis les nuits hachées, les pleurs. Vraiment, ce qui m'a sauvée, c'est déjà une organisation quasi militaire. J'étais en congé parental à ce moment-là, heureusement, et ça me permettait de m'organiser la journée pendant que les grands étaient à l'école, et le soir d'être vraiment dispo pour eux. Le portage a aussi été un indispensable pour m'occuper de mes aînés au quotidien, tout en répondant aux besoins de mon nouveau-né. Et ce qui m'a permis de tenir, c'est prendre du temps pour moi. C'est une période où tout le monde me disait « Je sais pas comment tu fais, je sais pas comment tu tiens ». Bon, pour commencer, on a tous en nous des ressources qu'on ne soupçonne même pas. On a une force, une puissance qu'on ne voit pas forcément et que l'on trouve quand on n'a pas le choix. Mais prendre du temps pour moi, ça a été la clé. Je me suis mise au sport. Et il m'arrivait aussi parfois de confier ma fille pendant que mes grands étaient avec leur papa. Je prenais 1 heure. J'allais boire un thé avec une copine pour papoter, pour échanger. Et puis j'ai commencé aussi à sortir, à voir des amis, à aller boire un verre, à aller manger au resto. Parfois j'avais juste besoin de temps pour moi seule aussi, juste pour souffler, ne rien faire, m'occuper de rien et de personne. Vraiment prendre du temps pour moi, pour souffler, pour voir mes proches, mes amis en tant que femme à part entière et pas uniquement en tant que maman. Alors c'était pas évident parce que
En tant que maman solo, il fallait que je trouve cet équilibre entre je suis maman et je suis femme. Mais dans la période que j'y vais à ce moment-là, j'avais profondément besoin de me retrouver. Et aussi de me redécouvrir. J'étais vraiment dans cette quête d'identité. Et prendre ce temps pour moi, ça a vraiment été ma bouée de sauvetage. Et puis c'est aussi une période où j'ai dû apprendre à lâcher prise. À accepter que tout ne soit pas parfait et que c'était très bien comme ça. À accepter et accueillir mes émotions. Alors ce que je faisais quand je sentais que ça allait déborder et que je pouvais pas forcément m'isoler, c'était de mettre des mots sur les mots. Je nommais beaucoup mes émotions et je trouve que ça a aussi un côté assez pédagogique pour les enfants. Ça leur apprend à accueillir leurs propres émotions, à les accepter, à les nommer plutôt qu'à exploser. Du coup, quand j'étais fatiguée, je le disais à mes enfants. Je suis fatiguée. J'ai besoin que ce soir, l'ambiance soit calme. J'ai besoin qu'on ne crie pas à la maison. Et moi-même, je veillais à parler tout bas, parce que les enfants sont souvent dans l'imitation. Si j'étais en colère, je pouvais le dire aussi. Je suis en colère parce que j'en sais rien, parce que la maison est en bazar. Juste nommer les émotions, déjà, ça fait un bien fou à nous en tant que parents. Et ça apprend aussi à ton enfant à accueillir et à accepter ses propres émotions. Et déjà, juste en faisant ça, tu lui donnes des clés précieuses pour grandir et s'épanouir. Et en plus, tu réponds à tes propres besoins à toi. Je pense clairement que on grandit en même temps que nos enfants. Et c'est pas grave s'ils voient qu'on n'est pas parfait. Au contraire, on apprend avec eux nous aussi. Ton enfant, il va apprendre de toi. Il va pas forcément écouter ce que tu dis. Par contre, il va observer ce que tu fais. Comment tu te comportes. Il apprend en observant. Et s'il voit une maman qui est capable de poser ses limites, de respecter ses valeurs, qui prend soin d'elle pour prendre aussi soin de ses émotions, tu vas lui enseigner des clés précieuses pour lui, pour se construire. Tu vas lui apprendre qu'il doit poser ses limites, qu'il doit définir ce qui est ok pour lui et ce qui ne l'est pas, qu'il doit apprendre à dire non quand c'est pas en accord avec ses valeurs. Tu vas lui apprendre qu'il a le droit d'avoir des émotions. Et surtout, tu vas lui apprendre comment on fait pour gérer ses émotions. Qu'est-ce qu'on en fait ? Juste les nommer, les poser. Je trouve que c'est super important et que ça fait un bien fou. Et tu vas aussi lui apprendre que pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi-même. Qu'il doit toujours être sa propre priorité. Et à travers ton exemple, il va aussi comprendre comment on fait pour prendre soin de soi. Tu vas lui transmettre des clés précieuses pour devenir un adulte bien dans ses baskets. Ce dont ton enfant a besoin, c'est d'une maman épanouie, calme et heureuse. Pas d'une maman épuisée, surchargée et au bord du burn-out. Et le plus difficile en tant que maman, c'est de s'écouter soi-même. De comprendre qu'on ne peut pas porter la maison, le monde et nos enfants sur nos épaules sans commencer par nous porter nous-mêmes. De comprendre qu'on a le droit de poser nos limites, d'avoir nos émotions et d'être humaine. Et surtout, qu'on n'a rien à prouver à personne. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu veux que ton enfant apprenne en te regardant vivre ? Qu'est-ce que tu peux mettre en place concrètement dans ton quotidien aujourd'hui pour trouver le bon équilibre entre la gestion du quotidien, la gestion de tes besoins et le temps de qualité pour ton couple et avec tes enfants aussi bien évidemment. Quel pourrait être ton sas de décompression ? Quelles activités, quels moments tu peux mettre en place dans ton planning, dans votre planning familial, pour que tu puisses retrouver du temps pour toi et te ressourcer. Je te laisse avec ça. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'aidera à déculpabiliser et qu'il te donnera des pistes de réflexion pour trouver ton propre équilibre, celui qui te correspond, qui est en phase avec tes besoins et tes valeurs. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve très vite pour une nouvelle pause bienveillante. D'ici là, prends bien soin de toi et rappelle-toi, chaque instant avec ton bébé est un souvenir précieux en devenir. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en laissant 5 étoiles au podcast et viens me retrouver pour échanger sur le sujet du jour. J'adorerais connaître tes retours et partager avec toi. Je te souhaite une très belle journée, soirée ou nuit et je te dis à très vite.